Bonjour à tous, un nouveau focus consacré aujourd'hui aux transferts et aux virements de crédit. Il est question de ces actes réglementaires par lesquels le pouvoir exécutif peut modifier le contenu de la loi de finances. Le contenu des lois de finances peut en principe être modifié grâce à une loi de finances rectificative. Néanmoins, les textes organiques, l'ordonnance de 1959 tout d'abord, puis la LOLF en 2001, ont permis des modifications aux textes de loi par l'intervention du pouvoir exécutif, mais néanmoins en préservant la compétence du Parlement, en assurant à minima une information à destination des assemblées parlementaires. Les transferts et les virements de crédit permettent au sein d'une loi de finances de déplacer des crédits d'une ligne de crédit A à une ligne de crédit B. La différence entre les transferts et les virements de crédit. Les transferts de crédit permettent de changer le service responsable de la dépense. En aucun cas, l'objet, la nature de la dépense n'est concernée. A l'inverse, pour le virement de crédit, c'est la nature, c'est l'objet même de la dépense qui est modifié. Entre les deux, entre le transfert et le virement de crédit, on peut donc considérer que le virement porte plus atteinte à l'autorisation budgétaire accordée par le Parlement que le transfert de crédit. Rappelons-nous qu'une loi de finances représente cette autorisation budgétaire accordée par le Parlement au gouvernement et que les modifications apportées à la loi de finances apportent nécessairement une modification à cette autorisation budgétaire. En l'occurrence ici, le transfert ne change que le service et non la nature de la dépense. Il est donc à constater que le transfert porte moins atteinte à l'autorisation budgétaire que le virement qui touche à l'objet de la dépense. Parce que le virement porte plus atteinte à cette autorisation parlementaire, le cadre juridique appliqué au virement de crédit est beaucoup plus strict que ne l'est celui appliqué au transfert de crédit. C'est l'article 12 de la LOLF qui précise le cadre juridique applicable au virement et au transfert de crédit. Il y est prévu que le pouvoir réglementaire est autorisé à modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère. Cette possibilité est encadrée par le texte organique. La LOLF limite en effet le montant des crédits susceptibles de faire l'objet d'un virement de crédit à 2% des crédits ouverts par la loi de finances de l'année pour chacun des programmes concernés. C'est en ce qu'ils permettent de modifier la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère que les virements de crédit permettent de changer la nature de la dépense. C'est ainsi que des virements ont eu lieu au sein de la mission enseignement scolaire en 2011 afin d'assurer le paiement des traitements des fonctionnaires des agents publics en décembre de la même année. En 2005, pour un autre exemple, c'est un virement de crédit qui a permis le paiement de la prime de Noël aux bénéficiaires du RMI et du RSA. Parce qu'il modifie la nature de la dépense et méconnaît ce faisant l'autorisation budgétaire accordée par le Parlement, je vous l'ai indiqué, le cadre juridique est plus strict. Le pourcentage que l'on trouve ici de 2% n'existe pas en matière de transfert de crédit, nous y reviendrons. Le virement de crédit est également réalisé au moyen d'un décret pris sur le rapport du ministre des Finances, ministre du Budget, et après information des commissions chargées des finances, de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que des autres commissions concernées par le virement de crédit. Ces virements doivent également faire l'objet d'un compte-rendu spécial qui doit être annexé au rapport annuel de performance du programme concerné. S'agissant des transferts de crédit, dont le cadre juridique est également précisé par les dispositions de l'article 12 de la LOLF, il y est prévu que le pouvoir réglementaire est autorisé à modifier la répartition des crédits entre programmes de ministères distincts dans la mesure où l'emploi des crédits ainsi transférés pour un objet déterminé correspond à des actions du programme d'origine. Parce que l'emploi des crédits doit correspondre à des actions du programme d'origine, il faut comprendre que la nature de la dépense n'est pas affectée par un transfert de crédit. Parce que la modification peut s'effectuer entre programmes de ministères distincts, il faut comprendre que le service responsable de la dépense est modifié. Alors l'usage des transferts de crédit a été contesté.
notamment dans le cadre de l'ordonnance de 1959. Les contestations ont notamment pris place au sein des rapports de la Cour des comptes, rapports sur l'exécution des lois de finances, qui permettaient à la Cour des comptes, qui permettent toujours mais sous une appellation différente, puisque désormais ces rapports portent sur les résultats et la gestion budgétaire de l'année écoulée, ces rapports ont permis à la Cour des comptes de mettre en évidence des insuffisances dans l'emploi de ces actes réglementaires. L'un des reproches qui a pu être formulé, c'est dans l'usage des transferts de crédit pour réaliser en fait une modification de la nature de la dépense, avec une facilité qui était offerte alors par l'ordonnance du 1959, puisqu'en effet, les transferts de crédit pouvaient être opérés au moyen d'un simple arrêté ministériel. Ces arrêtés ministériels, plus simples en termes de procédure administrative, puisqu'il faut se souvenir qu'un décret, nécessaire pour un virement de crédit, suppose un avis préalable du Conseil d'État et suppose un passage en Conseil des ministres. Point d'exigence de la sorte pour un transfert de crédit, dès lors que c'est un arrêté qui était requis à ce moment-là. C'est la raison pour laquelle, voulant profiter de cette facilité procédurale, les gouvernements successifs, de gauche comme de droite d'ailleurs, ont souvent utilisé les transferts de crédit pour opérer en réalité une modification de la nature de la dépense. C'est à cette insuffisance que la LOLF a entendu mettre un terme, en prévoyant notamment qu'un décret était désormais nécessaire pour assurer un transfert de crédit. Les virements, comme les transferts de crédit, s'opèrent désormais donc sur la base d'un décret. L'avantage procédural que pouvait offrir l'ordonnance de 1959 disparaît avec la LOLF, et ceci a conduit d'ailleurs à constater, notamment au travers des rapports de la Cour des comptes, que désormais les transferts ne sont pas utilisés en lieu et place de virement de crédit pour réaliser une modification de la nature de la dépense. Avec la LOLF, la pleine information des assemblées parlementaires est également garantie au moyen de ce compte-rendu spécial que le gouvernement est tenu de remettre au Parlement, qui doit accompagner les rapports annuels de performance des programmes concernés et qui doivent permettre d'informer le Parlement sur la manière avec laquelle ces crédits déplacés, soit au travers d'un virement, soit au travers d'un transfert de crédit, ont été utilisés. Les assemblées parlementaires doivent également être informées préalablement à tout transfert ou virement de crédit. Ceci permet donc de garantir l'information des parlementaires a priori comme a posteriori. C'est ainsi que le rapport annuel de performance de la mission enseignement scolaire fait état dans son programme enseignement scolaire du second degré du transfert de crédit opéré au profit du ministère de la Culture afin de financer la gratuité des musées pour les personnels enseignants. Cela figurait dans le rapport annuel de performance concerné du projet de loi de règlement pour l'exercice 2010. Voilà, nous en avons terminé avec ce focus consacré au transfert et au virement de crédit. Je ne peux que vous renvoyer pour apprécier et approfondir encore vos connaissances quant au cadre juridique applicable à ces transferts et virements de crédit et surtout pour illustrer par quelques exemples des rapports de la Cour des comptes qui ont pu se prononcer sur la pratique de ces transferts et des virements de crédit, vous renvoyez ici donc au précis d'Alloz. Voilà, nous en avons terminé. Je vous invite à reprendre une activité normale.